Allez, elle voyage actuellement à travers la France à votre rencontre. Il y a peu, elle était à Dijon, puis à Strasbourg. Ce matin encore, elle était à Montpellier. Elle a réussi à prendre son train pour être avec nous ce soir. Nadine Trémolière, bonjour. Bonjour Jean-François. Alors, on va essayer de faire un point comme tous les mois sur les marchés. On a un peu changé l'ordre et je vous propose qu'on commence tout de suite par regarder notre tableau sur les évolutions des taux d'intérêt. Et on regarde ce tableau et on voit tout de suite quelque chose de surprenant, l'évolution de la première ligne, c'est-à-dire le taux des Fed Funds américains qui naviguait depuis de longues périodes à 0,09, qui est monté à 0,33, soit 25 points de base de plus. 25 points de base, c'est peu. Est-ce qu'à l'avenir, il faut s'attendre à des remontées de taux d'intérêt qui soient plus proches des 50 ? Oui, je pense qu'on est vraiment parti sur un rythme de hausse des taux qui va être continu tout au long de l'année. Alors après 0,25, 0,50, je ne vais pas me prononcer là-dessus. Mais disons qu'on a un target en fin d'année autour de 1,75. Donc ça fait quand même 6, 7 hausses des taux. Ça dépendra s'ils font par 0,25 ou par 0,50. Ok, donc ça c'est pour la situation. C'est pour la situation américaine. On va maintenant re-regarder notre graphique et puis on va regarder ce qui se passe du côté de la BCE. On est à moins 0,50 calme plat. Quand est-ce que la BCE va dégainer et remonter elle aussi ses taux d'intérêt ? Alors on pensait qu'elle allait faire quelque chose en fin d'année, on parlait de décembre. Maintenant, certains économistes commencent à parler d'un geste déjà en septembre. Donc septembre puis décembre pour revenir à zéro en fin d'année 2022. Ça, c'est un petit peu les anticipations qui sont dans le marché actuellement. Ok, donc on constate le mouvement sur les remontées des taux courts est enclenché. On va retourner encore regarder nos chiffres et on va faire un peu de maths du coup en s'amusant à comparer l'évolution du 10 ans européen, du 10 ans allemand par rapport au 10 ans américain. On constate quoi ? On constate que fin 2021, le 10 ans américain était à 1,51, là où grosso modo le 10 ans allemand était en territoire négatif, moins 20. Il y avait environ 170, 175 de spread avec les États-Unis. On regarde aujourd'hui 2,33 pour la partie américaine, 0,55 pour la partie allemande. On est encore sur les mêmes niveaux de spread. Est-ce que ce maintien du spread entre les États-Unis et l'Europe est normal ? Il n'est pas complètement logique sur le 10 ans, mais peut-être que le point qu'on ne voit pas dans le graphique, et j'aimerais insister là-dessus, c'est qu'aux États-Unis, on est en train de voir une forte remontée des taux sur les échéances intermédiaires, 2 ans, 5 ans, puisqu'on a une courbe des taux qui est pratiquement plate. Donc en fait, le mouvement, il s'est fait partiellement sur le 10 ans, mais pas autant qu'il n'a pu le faire sur le 2 ans et le 5 ans, puisqu'actuellement, on a des échéances, donc 2-5 ans, qui sont autour de 2,50. La 2,33, c'était les chiffres sur la fin du mois de mars. Aujourd'hui, on est plus proche des 2,60. Alors ça nous amène à cette inversion entre guillemets de la courbe des taux sur la partie intermédiaire. Ça nous amène toujours à dire, traditionnellement, lorsqu'on est dans cette situation, c'est qu'on a un risque de récession. Il y a un risque de récession aujourd'hui sur les États-Unis ? Alors je pense que pour 2022, non, il n'y a rien qui est pricé. Par contre, en 2023, il y a quelque part, quand on commence à regarder certains plots de la courbe, on s'aperçoit qu'il y a une probabilité, qu'il y avait à peu près autour de 33%, qui serait faite qu'il y ait une récession en 2023. Ce n'est pas le scénario central. Pour l'instant, ce n'est pas le scénario central. Mais effectivement, les marchés commencent un petit peu à s'alerter sur ce sujet. Juste, je reviens sur ma question sur l'écart entre le spread entre les États-Unis et l'Allemagne. Est-ce que ça veut dire que les marchés ne pricent pas de différence de rythme de croissance économique entre les États-Unis et l'Europe ? Si, dans les faits, si, je veux dire, on sait qu'il va y en avoir une, on le voit très bien. On a une baisse de la croissance qui devrait être plus forte en Europe qu'aux États-Unis. Donc on devrait avoir effectivement les taux européens qui soient peut-être moins tendus que ce qu'on va avoir aux États-Unis. Et je pense que le mouvement, c'était un peu un mouvement de sympathie, mais sur le moyen terme, je pense qu'il y a plus de potentiel de hausse sur les taux américains que sur les taux européens, très clairement. Ok, on regarde ce qui s'est passé maintenant du côté des actions. Nadine, le mois de mars a été remarqué sur les marchés occidentaux par une remontée des marchés financiers, après la baisse qu'on avait connue au mois de février. Il faut lire que ça commence, c'est un rebond. C'est un rebond qui est lié un petit peu aux grandes inquiétudes qui avaient eu lieu après les opérations spéciales, je crois qu'on appelle ça, de la part de la Russie en Ukraine. Effectivement, on avait vraiment beaucoup d'inquiétudes en début de mois de mars sur le fait que ce conflit pouvait devenir un conflit peut-être plus mondial. Les marchés ont été un peu rassérénés par le fait que peut-être l'enlisement de l'armée russe actuellement en Ukraine peut laisser penser que les négociations ne sont pas si loin que cela, ou tout au moins la réponse a été tellement forte de l'Occident qu'à un certain point, ça peut être présager, on va dire, une fin de guerre plus rapide. Et c'est ça que les marchés ont pricé.
tout en sachant qu'effectivement, on avait en même temps une remontée sur les taux et que ça n'a pas trop troublé le marché. Alors, on va y revenir. Je voudrais qu'on regarde quand même le détail du tableau, parce que moi, il y a des phénomènes qui me marquent quand même, notamment quand on regarde les choses sur la tendance. On voit, on parlait de rattrapage donc, par rapport au mois de février, on voit très clairement que les États-Unis et l'indice mondial ont rattrapé leur contre-performance de février. Ce n'est pas le cas de l'Europe. L'Europe est assurément plus touchée que le reste du monde et que les États-Unis d'un point de vue boursier. Je pense que oui. Je pense que oui. Et encore une fois, on s'attendait, hein, rappelez-vous le scénario qu'on avait un peu écrit en fin 2021 en pensant que l'Europe avait un surplus de croissance et avait peut-être une dynamique de remontée des taux moins forte qu'aux États-Unis et qu'on risquait d'avoir, je dis risqué, on espérait avoir une meilleure performance des indices boursiers européens par rapport aux Américains. Et patatras, la gare est arrivée là-dessus. Et je crois que quelque part, personne ne s'attend à ce qu'il y ait une surperformance de l'Europe cette année. Dernière ligne du tableau, enfin dernière ligne sur la partie action, puisque la dernière qu'on a, c'est l'évolution de l'euro-dollar, c'est la situation de la Chine. Alors on se rappelle, on remet encore les choses dans leur contexte. En 2020, on a finalement un marché chinois qui se comporte très bien. 2021, on le voit clairement, il est complètement à l'opposé de ce que l'on a sur les marchés occidentaux. Donc on se dit, effet des rattrapages, avait très bien performé, etc. Et là, lorsque l'on regarde les performances depuis le début de l'année, on est tous les mois en négatif sur la Chine. Qu'est-ce qui se passe ? Je pense qu'il y a une conjonction de différents facteurs. Le premier, c'est la politique de Covid-0 qui ne marche pas, ou tout au moins qui entraîne les autorités à fermer certaines villes. On le voit bien, hein, Shanghai, Pékin, je veux dire, il y a tous les jours pratiquement, il y a une nouvelle annonce de confinement total dans une ville. Donc ça pèse sur la croissance. Le deuxième aspect, c'est effectivement, on a eu ce resserrement réglementaire qui pèse un peu dans les esprits pour l'année prochaine. On se dit, quel va être le prochain secteur qui peut être affecté? Et le troisième élément, c'est aussi lié à la situation géopolitique, c'est qu'on a toujours l'inquiétude que la Chine, à un certain moment, soutienne plus ou moins la Russie. Et donc, qu'on se retrouve avec une guerre, on va dire, un peu plus larvée entre un bloc de l'Est contre le bloc de l'Ouest. Alors, dernière étape de notre exercice mensuel, c'est de regarder notre allocation d'actifs. Donc, on va la voir tout de suite. On a peu ou prou récupéré au mois de mars ce qu'on avait perdu au mois de février, puisque la progression est de 1,1% après un recul de 1,1%. Qu'est-ce qu'on peut dire de notre allocation d'actifs qui a quand même bougé le mois dernier? Donc j'imagine qu'on ne va pas à nouveau rebouger ce mois-ci, mais de cette allocation d'actifs dans l'environnement actuel. Mais disons qu'on avait un peu déjà commencé à orienter les actifs vers les actifs internationaux. En peut-être renforçant un petit peu cette partie, on va dire, US par le biais des fonds internationaux. Et c'est clairement le biais que je vais continuer à suivre. Donc on a une allocation qui est relativement bien équilibrée entre les différentes zones. On a un petit peu moins d'Europe que ce qu'on en avait en début d'année. On a une partie internationale toujours très importante avec, on va dire, 60 à 70% d'US dans ces fonds-là. Et puis une partie émergente qui, contre vents et marées, je pourrais dire comme cela, je continue à supporter. Premièrement parce qu'on l'a vu, je suis plus peut-être confiante que sur la Chine et les valorisations sont quand même au plus bas depuis pratiquement 15 ou 20 ans. Donc on a un vrai aspect intéressant de valorisation sur la Chine. Et puis on a quand même l'Amérique latine qui se comporte plutôt bien en ce moment et qui soutient ces marchés-là de par le fait que ce sont des pays qui sont à la fois exportateurs de matières premières et de matières alimentaires. Nadine, est-ce que le risque action s'accroît avec la remontée des taux? Bien sûr qu'il s'accroît. La seule chose, c'est que on est toujours dans une liquidité très importante. Alors, c'est un peu ce qui va être, on va dire, le mantra des prochaines semaines. Ça va être le rythme de quantitative tightening, c'est-à-dire qu'effectivement, la Banque centrale américaine va commencer à baisser la taille de son bilan. Donc ça peut enlever un petit peu des liquidités, ça va un petit peu peser sur les marchés. Donc ça, c'est effectivement un petit risque, mais il y a toujours beaucoup de liquidités. Et puis, on voit à quel point le marché obligataire n'est toujours pas revenu sur des niveaux dans lesquels il peut apporter du rendement. Qu'est-ce qui justifie qu'on ait encore 30% d'actions? Les valorisations, l'effet TINA, there is no alternative, vous le savez, je fais un certain nombre d'années que je vous le dis, par le fait que sur un profil équilibré tel qu'on l'a dessiné depuis quelques semaines ou depuis quelques mois, on a quand même une part importante d'actifs très sécurisés, 50% de fonds en euros, 10 à 15% sur la partie immobilière. Donc je veux dire, on a quand même un portefeuille qui en termes de volatilité est plutôt un petit peu plus prudent que la partie équilibrée. Si je sortais la partie action, je me retrouverais avec un portefeuille qui n'aurait plus d'espérance de rendement du tout. D'accord, donc on deviendrait quasiment prudent. Voilà, exactement. Merci beaucoup Nadine d'avoir été avec nous.